L'heure de vérité approche. 17 ans après sa première finale en Coupe d'Afrique des Nations de football, le Sénégal croise le fer avec l'Algérie ce vendredi à 19h temps universel. Le Sénégal qui s'engage dans la bataille sans le plier de sa défense centrale suspendue. Aliou Cissé qui donc devra faire sans Kalidou Koulibaly. Le sélectionneur national était en conférence de presse ce matin. Écoutez-le au micro de nos envoyés spéciaux au Caire. C'est un garçon exceptionnel, c'est un grand joueur. Pour moi, il fait partie vraiment des meilleurs défenseurs de ce monde. Et avant de le faire venir, j'ai eu plusieurs discussions avec lui et lui dire écoute, viens porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. On ira jouer une Coupe du Monde et on ira faire une CAN et on sera en finale. Donc je l'avais un petit peu, j'ai envie de dire, bragué comme ça. Donc il était venu. Aujourd'hui, je suis triste qu'il ne soit pas avec nous. C'est un garçon, c'est un grand patriote. Malgré qu'il n'est pas né au Sénégal, c'est un garçon qui a énormément de caractère. C'est un garçon qui pense au collectif et tout ce qu'il fait en réalité c'est pour aider l'équipe nationale à avancer. Ses intérêts personnels ne comptent pas et c'est vrai, perdre un garçon comme ça, c'est une perte pour notre système défensif. Le Graal qui sera brandi demain soir et c'est possible par Sadio Mané et ses coéquipiers, les Lions de la Teranga qui s'offrent ainsi une très belle occasion, une occasion fruit d'une bataille, une rude bataille rythmée par moments par des doutes. Seko Seydi. Le Sénégal est à 90 minutes du sacre, son premier sacre historique en Coupe d'Afrique des Nations de football. En 90 minutes exactement, Sadio Mané et sa bande vont remplir un paragraphe dans le livre de l'histoire du football sénégalais. Livre que la génération de 2002 a entamé puisque c'était la première fois que le Sénégal disputait une finale continentale. Mieux, les Lions se qualifient au mondial et disputent même un quart de finale. 17 ans après, le peuple revit les mêmes sensations. Tout n'a pas pourtant été facile. Cité avec insistance comme l'une des équipes favorites de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Sénégal était attendu par ses adversaires. D'abord, ses adversaires dans la poule C que les Lions ont partagé avec les Taifa Stars de la Tanzanie, les Harambee Stars du Kenya et les Fennecs d'Algérie. En match d'ouverture, face à la Tanzanie, le Sénégal s'impose par 2-0 en l'absence de Sadio Mané suspendu. À Dakar et à l'intérieur du pays, les foules envahissent les rues. La confiance renaît. Deuxième sortie des Lions face à l'Algérie, cette fois avec le champion d'Europe Sadio Mané, mais sans le milieu de terrain d'Everton Idrissa Gana Gueye, l'attaquant du Stade de Rennes Ismaïla Sarr et Salif Sané, tous trois forfaits. Les Lions sont battus par 1-0 par les Fennecs dans une rencontre à laquelle ils n'ont pratiquement pas existé. Sadio Mané ne retrouve pas ses automatismes. Guedjoura et compagnie bouffent le milieu de terrain sénégalais et en attaque, Mbaye Niang n'inquiète pas Aïssa Mandi. Défaite qui a fait beaucoup mal aux Sénégalais. Elle brise l'espoir de 16 millions de personnes qui attendaient un vrai visage du Lion. Mais agressé et battu, cette défaite laisse des séquelles. Quelques jours plus tard, les Lions redonnent le sourire à leur peuple. En demi-finale face aux Aigles de Carthage, les Lions rugissent en prolongation avec un but contre son camp de Dylan Brown. Après un nul 0 but partout, les deux équipes se sont quittées dans les 120 minutes. Avec cette victoire, le Sénégal met fin à une dizaine de 17 ans sans jouer une finale de Coupe d'Afrique des Nations. 8 éditions sans disputer une finale continentale avec l'équipe A. Il fallait être au rond-point JVC sur les deux voies Sacré-Cœur où le groupe Emedia Invest avait installé sa fan zone pour en être témoin et percevoir comment cette victoire a fait du bien. Face aux Fennecs, les Lions doivent rugir face à l'équipe qui les a battus en match de poule. Meilleur match des Fennecs. En tout état de cause, le Lion doit retrouver son lustre d'antan. Il doit rugir pour justifier son statut de roi de la forêt, pour se faire respecter dans une forêt où il est reconnu roi, dans une forêt où d'autres rois sont tombés. Rugir pour lui-même, rugir pour libérer son royaume. Depuis, le titre continental n'a pas foulé le sol de la Teranga. Cette Teranga que vous réserve votre peuple au soir du 19 juillet, soir de gloire. Le peuple vous attend, le peuple attend son cadeau. Vous êtes à 90 minutes de tenir votre promesse. Amenez la coupe à la maison. Sekou Seydi, yes we can. Nul n'est prophète chez soi. Aliou Cissé, le sélectionneur national, a bien pu vivre cet adage par moment. En revanche, sa persévérance a toujours pesé, mais pesé plus lourd que les critiques parfois fondées sur l'émotionnel. C'est plutôt l'analyse
de certains connaisseurs du monde du football. Écoutez. Joueur de haut niveau de 1994 à 2009, Aliou Cissé a fait une carrière entre la France et l'Angleterre. Capitaine de la belle épopée 2002, finaliste malheureux de la même année en Coupe d'Afrique des Nations, Aliou fut aussi leader des Lions à la Coupe du Monde Corée-Japon. Promu sélectionneur du Sénégal en novembre 2015, Aliou n'a jamais levé les pieds pour l'intérêt du football sénégalais. Donc Aliou, c'est un bosseur. Hein. Contrairement à l'image que les gens véhiculent de lui, que quelqu'un de Fodegor Bob du Ken, moi je suis très bien placé pour dire le contraire. Parce que plusieurs fois, Aliou est venu me chercher à des heures pas possibles pour aller rencontrer des spécialistes du football au Sénégal. C'est quelqu'un qui est très ouvert au conseil. Je peux dire qu'il n'y a pas un entraîneur qui a lancé une aussi grande consultation que Aliou ne l'a fait depuis qu'il est à la tête de cette sélection. Aucune couche, je dis, qui s'intéresse au football n'a été épargnée. La preuve, quand il a pris l'équipe nationale en mars 2015, la première chose à faire, c'est de rencontrer la presse sportive. D'aucuns disaient d'ailleurs qu'il était en train de faire sa déclaration de politique générale. Donc il savait que les journalistes étaient des partenaires. Il les a réunis à la maison de la presse. Il a discuté avec eux de sa feuille de route, comment lui, il comptait travailler. Donc il est venu avec sa méthode, il a expliqué sa méthode et il n'a pas dérogé à cela. Je pense qu'il faut lui reconnaître cela, c'est un garçon travaillant. Entre résultats et critiques, Aliou n'a jamais détourné le regard sur son objectif. Aujourd'hui, il a payé le plus fort pour être au sommet du football africain. Depuis qu'il est là depuis 2015, il ne sait plus ce que c'est que la vie de famille. Il n'a plus de loisirs. Il ne fréquente plus personne. Tout ce qu'il fait, c'est l'équipe nationale de football du Sénégal. Matin, midi, soir. Moi-même, je travaille beaucoup avec lui, mais à l'approche d'un match, à peine le match fini, il se projette tout de suite sur le prochain match. Voilà un entraîneur qui ne laisse rien au hasard. Donc, son management, c'est un peu ça, sa force. Donc, il sait qu'au Sénégal, en Afrique, ne rien négliger. Tous les détails sont importants. Tous les détails sont importants. Maintenant, c'est une bête de travail. C'est quelqu'un qui est très rigoureux, qui se fait violence lui-même. Donc, il ne peut pas admettre que la paresse vienne d'autrui. Oui. Décrié par ses choix, Aliou Cissé a toujours su où mettre les pieds. Et c'est un travail de longue haleine qui a fini par payer. Donc, il a su faire l'alchimie entre le local et l'expatrié. Donc, ce qui décriait Aliou, bon, moi j'admets qu'un supporter lambda critique, mais qu'un connaisseur, un entraîneur, il est évalué sur la base de statistiques. Aliou, à l'international, a toujours été plébiscité. Depuis 3 ans, on est meilleure équipe africaine. Ce n'est pas pour les beaux yeux d'Aliou. C'est parce que quelque chose est en train d'être fait. Et je pense que dans le football moderne, aujourd'hui, ce qui compte, c'est moins la forme que la finalité. Donc c'est le résultat. À la fin du match, on demandera toujours qui a gagné. Capitaine de feu Bruno Metsu, Aliou Cissé incarne l'image du digne héritier par sa qualification en Coupe du Monde, mais aussi par une finale continentale. Fougueux, impitoyable dans le travail, Aliou est avant tout une personne humble et facile à vivre. Le bronze, nous parlons toujours de la CAN, est allé au Nigeria. Vous le savez, les Aigles qui ont battu la Tunisie par 1-0 au terme de la petite finale. C'était hier. Tout à fait autre chose, Mercedes Maybach S600 Pullman, c'est le modèle du véhicule du président de la République qui a suscité quelques frayeurs lors des obsèques de Ousmane Tanor Dieng, la voiture qui a pris feu au passage d'un dos d'âne. Heureusement, plus de peur que de mal, mais cet incident interroge avant tout parce que justement ce type de voiture est très sécurisé selon ses caractéristiques. Alors, a-t-on frôlé le pire? Augustin Mandang et Oumar Kane ont tenté de répondre à cette question. La voiture du chef de l'État a pris feu et le président de la République et son homologue malien sont exfiltrés. Une nouvelle qui s'est répandue comme une traînée de poudre et qui a fait peur à certains. Pourtant, les deux présidents ne couraient aucun danger. C'est une S600 quad. C'est-à-dire c'est une version protégée pour les VIP, les chefs d'État, les têtes couronnées, etc. Donc c'est une voiture qui est protégée contre presque tout. Il y a des blindages sur les côtés,
À l'intérieur, c'est une voiture de 12 cylindres, c'est une voiture très puissante qui a à peu près 517 chevaux et donc qui consomme près de 19 litres au 100 en ville. C'est une voiture très confortable qui permet de préserver la sécurité des occupants malgré toutes sortes d'attaques, même si on tirait sur les vitres avec des fusils d'assaut AK-47, donc l'intérieur est protégé. Même s'il y a une explosion en bas, l'intérieur est protégé. Même s'il y avait une attaque chimique à l'intérieur, donc il y a un système de recirculation d'air qui permet donc de continuer à respirer un air pur pendant plusieurs minutes. Il y a même un système qui permet d'éteindre un incendie qui se déclarerait en bas. Il suffit d'appuyer sur un bouton et il y a des projections donc d'aérosols extincteurs. La Mercedes du président aurait heurté un dos d'âne, raison pour laquelle elle a pris feu. Momar Ndao accorde peu de crédit à cette source. Ça, c'est très peu probable. Pourquoi? Parce que c'est des véhicules qui sont blindés. Et le blindage, c'est un blindage B6, B7. Ça veut dire que c'est un blindage de très haut niveau. Et les voitures blindées sont protégées latéralement et aussi en bas. C'est-à-dire que même si vous mettez 15 kg de TNT sous le véhicule, les gens sont préservés. Donc un véhicule qui est protégé par le bas touche un dos d'âne. Non, ce n'est pas parce qu'on touche un dos d'âne que le carter va être cassé. Sinon, vous placez une petite bombe là-bas et tout le monde est mort. Il y a eu présence d'huile. Il y a de l'huile qui a dû se mettre en contact avec les parties hyper chauffées que sont donc le collecteur d'échappement. Parce que le feu qu'on a vu, ça semble à un feu d'huile. Beaucoup de fumée. Et si c'était un feu d'essence, c'est un feu explosif, quoi, parce qu'il y a beaucoup de vapeur d'essence. Donc c'est un feu qui a une autre nature. Mais le feu qu'on a vu, c'est un feu qui semble être un feu d'huile. Les véhicules du président, quand on les allume, on ne les éteint pas. C'est pour éviter qu'ils montent, vous essayez de démarrer, ça refuse de démarrer. Donc ça tourne en permanence. Une voiture d'un chef d'État qui prend feu avec à son bord le président de la République et un homologue d'un pays voisin, une question de sécurité majeure à prendre au sérieux. Le président de la République, justement, qui s'est rendu cet après-midi au domicile de Ousmane Tanor Dieng, le défunt président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Macky Sall, qui a présenté ses condoléances à la famille de Ousmane Tanor Dieng. Ousmane Tanor Dieng, élevé au grade de grand officier de l'Ordre national du Lion à titre posthume. Le président Abdou Diouf, attendu également ce soir à Dakar, le prédécesseur du défunt à la tête du Parti socialiste se rendra à Fann Résidence pour présenter ses condoléances à la famille. L'ancien président Abdoulaye Wade est à Touba, Maître Wade, qui a exposé ses projets au khalife des Mourides. Il propose entre autres des solutions aux problèmes de l'eau dans la ville sainte. Et puis, le long de l'autoroute Ila Touba, le président de la République, l'ancien président, propose que cet espace soit transformé en champ. L'ancien chef de l'État a également abordé la question du pétrole. Nous y reviendrons. Et nous en parlons justement, mais le volet judiciaire, avec l'affaire Petro-Tim, le leader de Tekki demande l'audition du président Macky Sall dans cette affaire. Mamadou Lamine Diallo, qui était face à la brigade des affaires générales de la division des investigations criminelles ce matin, dans le cadre de l'enquête, il invite les enquêteurs à convoquer les ministres Aly Ngouille Ndiaye et Maïmouna Ndoye Seck. Écoutez-le. Je pense qu'il était important de venir, de marquer que nous sommes dans cette bataille pour la vérité. Et nous nous sommes engagés et effectivement, nous avons réitéré ce que nous avons déjà dit publiquement, à l'effet que dans cette affaire-là, il y a une violation de la loi pétrolière par les autorités gouvernementales, en particulier le président Macky Sall qui a signé le décret de juin 2019 qui donnait donc les blocs à Petro-Tim et Petro-Asia. Aujourd'hui,
le fait qu'ils aient convoqué un député, même si c'est hors session, ouvre la voie à la possibilité, à mon avis, d'entendre également le ministre Aly Ngouille Ndiaye, qui est à la base de ce faux, les ministres Maïmouna Ndoye Seck, qui ont fait signer des arrêtés, ainsi de suite. Donc je crois qu'aujourd'hui, rien aujourd'hui ne s'oppose à ce que ces ministres de l'énergie ou ces anciens ministres de l'énergie soient entendus par la DIC comme moi-même. Et ils peuvent, à mon avis, même aller plus loin, aller voir le président de la République et lui demander son témoignage. Bon, je ne crois pas aux enquêtes parlementaires, je ne crois pas que l'Assemblée nationale entièrement soumise à Macky Sall va le faire. District sanitaire de Diamaguène, Sicap Mbao, détournement présumé de 24 millions de francs CFA. Le préfet de Pikine a réuni le chef de poste et les membres de la commission de santé en réunion d'urgence pour l'heure. C'est le centre de santé justement qui est incriminé dans cette affaire. La population annonce une plainte devant le procureur de la République. Voici le coordonnateur du comité de pilotage Naler. Il y a un problème de détournement d'argent, plus de 24 millions au niveau du centre de santé de Khadim Rassoul de Diamaguène Sicap Mbao, entre le médecin-chef et le comité de santé sortante. Donc actuellement, chacun d'entre eux est en train de dire que l'argent est avec vous. Mais nous, en tant que population, ce que nous demandons que la lumière soit faite sur cette affaire. Nous, en tant que citoyens, en tant que population, nous demandons au ministre de la Santé de prendre les choses en main, de faire des éclaircissements sur cet argent. Parce qu'on ne peut pas laisser des gens qui prennent cette genre de somme et laisser la population souffrir. Il y a beaucoup de manquements dans cette centre de santé. Il y a le problème des médicaments, le problème du plateau médical. Tout ça, c'est des problèmes. Actuellement, quand tu viens dans le centre de santé, vraiment, tu vois que le centre de santé ne fonctionne pas comme il le faut. Maintenant, il faut que les choses soient claires, il faut que la lumière soit faite sur cette affaire. Le pèlerinage au lieu saint de l'islam, premier vol prévu ce 22 juillet 2019. Le ministre des Transports aériens et du Tourisme était aux côtés de la délégation générale au pèlerinage. C'était lors de la visite à l'aérogare des pèlerins à l'aéroport international Blaise Diagne et Isidore Alexandre Sen. Une aérogare de 2000 m² parée aux couleurs des lieux saints de l'islam. L'IMAC AIBD Souma a mis les bouchées doubles pour un bon accueil. Box d'information aménagée sur place, nombre de personnel revu à la hausse, l'AS ne laisse aucun détail. Nous avons de concert dans le cadre du comité d'organisation du Hajj au niveau de l'AIBD organisé le pèlerinage en renforçant le dispositif de l'année dernière, en renforçant le dispositif d'accueil et d'information, en renforçant aussi les mesures qui avaient été prises l'année dernière pour les consolider. Et en particulier sur la gestion du parking et là où on dépose les pèlerins, faire en sorte que ce soit moins engorgé. C'était bien l'année dernière, mais nous l'avons consolidé cette année. Les manutentionnaires et les hôtesses vont être naturellement formés aux questions de sûreté aéroportière et aux questions comportementales tout simplement sur l'espace aéroportière et aussi à la qualité de l'accueil. Toutefois, les autorités en charge des transports aériens et du tourisme insistent sur le comportement que doivent adopter les services intervenant dans tout le processus. J'ai insisté pour que les personnes qui vont accueillir les pèlerins soient formées à l'accueil, qu'ils soient quand même des personnes agréables. Parce que pour la plupart de nos compatriotes, vous en avez certains qui prennent l'avion pour la première fois. Il y en a même certains qui viennent à Dakar pour la première fois. Donc il est extrêmement important que l'accueil, qu'on y consacre une attention toute particulière. Pour que les personnes qui accueillent sachent qu'ils ont affaire à des novices, à des personnes qui ont besoin d'être rassurées. Après l'aérogare, cap sur les services dédiés à la sécurité. Du côté de la police, 6 à 7 agents seront préposés pour les formalités d'usage avant le départ des pèlerins. Le commissariat général au pèlerinage apprécie. Nous avions déjà organisé le pèlerinage l'année dernière pour la première fois à l'aéroport de Diass. Cette année, on se rend compte qu'ils ont dupliqué ce qui a été fait l'année dernière, qui a été bien fait, avec quelques points d'amélioration tels que le desk d'information qui met à l'entrée et un peu la réception des pèlerins sur les parkings. Sinon, nous sommes très satisfaits de ce qui s'est fait. On espère simplement qu'il n'y aura pas de quoi d'ici là, mais a priori, on a confiance et on est très satisfaits de ce qui se passe. Dans 4 jours, les premiers vols vont quitter l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, direction les lieux saints de l'islam pour effectuer le 5e pilier de la religion musulmane.
Ce 18 juillet, anniversaire de l'ancien président du Conseil, Mamadou Dia. Mamadou Dia, l'un des protagonistes de la crise politique de 1962 au Sénégal. Le grand Maodo, comme l'appelaient ses sympathisants, était un homme politique doté d'une personnalité assez singulière. Portrait signé Babacar Touré, stagiaire. Sa personnalité déroute autant les historiens que les observateurs politiques. On le reconnaît quand on le voit, mais il est difficile de le définir. Il est né le 18 juillet 1910 à Khombol, dans la région de Thiès. Après l'école coranique, Mamadou Dia entre à l'école Blanchot de Saint-Louis en 1924. En 1927, il passe le concours d'entrée à l'école normale William Ponty. Il y décroche son diplôme d'instituteur. Après plusieurs années de service, Dia entame sa carrière politique auprès de Léopold Sédar Senghor. En 1948, ils fondent ensemble le Bloc démocratique sénégalais. Grand conseiller, sénateur puis député au sein de l'Assemblée nationale française, Mamadou Dia devient vice-président du Conseil du gouvernement du Sénégal en 1957. À l'indépendance en 1960, il continue de garder le poste et assure avec Senghor le bicéphalisme du premier régime parlementaire du pays. En 1962, les relations entre les deux hommes se détériorent. L'orientation à donner à la politique économique du gouvernement constitue le principal point d'achoppement. Mamadou Dia prône le remplacement de l'économie de traite instituée par les colonisateurs par l'économie de développement basée sur les coopératives. Son option heurte beaucoup de personnes et à plusieurs égards. Jugeant exagérées ces déclarations, Senghor demande à ses amis députés de renverser son gouvernement par une motion de censure. Mamadou Dia tente d'empêcher la tenue de la séance en faisant évacuer l'Assemblée nationale le 17 décembre. L'acte est qualifié de tentative de coup d'État. Dia se fait arrêter le lendemain avec ses ministres Valdiodio Ndiaye, Ibrahima Sarr, Joseph Mbaye et Aliou Tall. Après un procès marathon devant la Haute Cour de justice en mai 1963, Mamadou Dia est condamné à la prison à perpétuité. Refusant de troquer sa liberté, Dia reste en prison jusqu'en 1974. À cette date, le président Senghor le gracie. À sa sortie de prison, Dia continue le combat. Il dénonce ce qu'il appelle le présidentialisme néocolonial du poète-président. Durant les années 80 et 90, il organise l'opposition contre le président Abdou Diouf. Malgré sa réhabilitation par le président Abdoulaye Wade, Maodo a toujours fustigé les dérives du régime libéral. Spécialiste des questions économiques, Mamadou Dia a mis en place le premier plan de développement économique du Sénégal. Il a dans la foulée tenté de mettre en place une administration moderne. Le 25 janvier 2009, Maodo décède à Dakar. Il laisse derrière lui des épisodes de l'histoire qui n'ont pas encore livré leurs secrets. L'international, le récit de Moustapha Gabar Diop. L'ancien ministre algérien Amar Goul a été placé jeudi en détention provisoire. Il est poursuivi dans le cadre de dossiers de corruption impliquant de puissants hommes d'affaires bénéficiaires d'importants contrats publics qu'ils auraient obtenus à la faveur de leurs liens privilégiés avec l'entourage d'Abdelaziz Bouteflika. Ces deux hommes sont tous deux déjà incarcérés. Successivement ministre de la Pêche, des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire, Amar Goul a été en poste pendant 17 ans sous l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Avec son incarcération, les dirigeants ou ex-dirigeants des 4 partis de l'alliance pro-Bouteflika sont désormais sous les barreaux, sous des accusations de corruption durant leurs mandats gouvernementaux. 3 Marocains ont été condamnés jeudi à la peine de mort pour l'assassinat de 2 touristes scandinaves, une danoise et une norvégienne, décapitées en décembre au Maroc au nom du groupe État islamique. Un groupe de 24 hommes soupçonnés d'être liés à ces meurtres et ou d'appartenir à des cellules djihadistes était jugé depuis début mai près de Rabat. Les 21 autres accusés ont écopé de peines allant de 5 ans de prison à la perpétuité. Le tribunal a également condamné les 3 hommes reconnus coupables d'assassinat ainsi qu'un de leurs complices à verser 127 millions de francs CFA de dédommagement aux parents d'une des victimes. Carola Rackete, la capitaine du Sea-Watch 3, a appelé l'Union européenne à s'organiser pour faire débarquer les migrants secourus en mer et éviter de mettre les ONG dans la situation de blocage qu'elle a dû affronter. La jeune Allemande de 31 ans a été entendue jeudi par le parquet de Sicile
qui la soupçonne d'aide à l'immigration clandestine après des manœuvres pour secourir et faire débarquer des migrants en juin sur l'île italienne de Lampedusa. Dans un communiqué, les experts indépendants de l'ONU ont appelé les autorités italiennes à mettre fin immédiatement à la criminalisation des opérations de recherche et de secours des migrants au large de la Libye. Attention, instrument menacé, le khalam venu des bords du Nil n'enchante plus, en tout cas pas les plus jeunes, et si plus personne évidemment n'en joue plus, il meurt de sa belle mort. Le manque d'intérêt inquiète Malick Sossé, membre du Théâtre national Daniel Sorano. L'artiste n'a qu'un seul rêve, un seul souhait, un seul vœu, passer le témoin pour conserver justement l'instrument dans notre richesse culturelle contemporaine. Ibrahim Kamara l'a rencontré. Le khalam a pris sa source sur les bords du Nil en Égypte. Par la suite, les subsahariens l'ont adopté. Au Théâtre national Daniel Sorano de Dakar, nous rencontrons Malick Sossé, un grand joueur de khalam, nous parle des origines de cet instrument. Ici en Afrique, le khalam vient de l'Égypte. Il existe bien avant le prophète, paix et salut sur lui. Les Africains qui viennent d'Égypte, que ce soit les Maures et autres subsahariens, font usage du khalam. Toutes les communautés utilisent le même instrument. Moi, j'ai appris à jouer le khalam avec les notes sarakhoules. Son père l'a initié au khalam. L'évolution de la musique n'a pas noyé sa valeur. Salimto est toujours d'actualité. C'est avec l'ancien instrument de mon père que j'ai appris à jouer le khalam. Il me l'a ensuite appris, mais je suis allé me perfectionner à Kaffrine. Les jeunes ne s'intéressent plus au khalam. Malick Sossé souhaite que la relève soit assurée malgré tout, afin que le khalam continue d'occuper sa place parmi les mélodies. Si les jeunes ne nous estiment pas, ils ne vont jamais vouloir faire ce que nous faisons. Quelqu'un comme Samba Diabaré Samb, Abdoulaye Sossé et autres doivent être honorés pour que la relève soit assurée. Djambou Diop, d'où le nom d'une des cordes, un morceau de calebasse, sont parmi les instruments utilisés pour la conception du khalam. Ibrahim Kamara, merci. Hier, tout de suite, avec Sophia Ba, 23h, Djuki Pribari avec Sode Djarumpa, le bulletin en Wolof, et puis le Sénégal, champion d'Afrique. C'est possible, prions. Excellente soirée, à demain.